Bien, il y a déjà pas mal, de connectés. Donc, bonjour à ceux qui viennent de se connecter. On va attaquer et puis, les retardataires prendront le train en route. Donc, déjà, bienvenue à toutes et tous à ce webinaire organisé par le pôle Excellence Bois. Donc je suis Thibaut Guiraudy, je travaille, au pôle Excellence Bois en tant que chef de projet et notamment sur la partie bois énergie. Donc en quelques mots, hein, le pôle Excellence Bois, c'est la fédération interprofessionnelle de la forêt et du bois en Savoie et Haute-Savoie. Donc en fait, on fait partie, du réseau FIBois. Il y a un FIBois, en quelques mots pour expliquer comment c'est organisé. Il y a un FIBois, France, à Paris. Ensuite, il y a des FIBois dans chaque, région et nous, c'est FIBois Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a une spécificité en Rhône-Alpes, c'est qu'il y a aussi des fédérations interprofessionnelles du bois, territoriales. Donc vous allez avoir FIBois dans l'Ain, FIBois dans le Rhône, il y a Drôme-Ardèche, il y a l'Isère et donc le pôle excellence bois, c'est, FIBois sur Savoie et Haute-Savoie. Chez FIBois Auvergne-Rhône-Alpes, heu, vous avez une particularité aussi, c'est que vous avez des spécialistes du bois énergie. Et donc, vous avez notamment une nouvelle chargée de mission biomasse, Elsa Baron, qui je crois d'ailleurs est présente ce soir. Donc voilà, je me permets de te présenter Elsa. Notre rôle, en fait, le rôle des fédérations interprofessionnelles, c'est un rôle d'animation de la filière forêt-bois avec, on va dire, 3 missions principales. Celle de promouvoir, le bois, les savoir-faire, les métiers, les acteurs de la filière bois, de structurer la filière et puis d'accompagner les acteurs et en particularité, nos adhérents. Voilà donc ce webinaire en fait, fait partie d'un cadre, ce qui est celui de l'Atlas, Bois Énergie. Cet atlas, il est édité, 1 fois tous les 2 ans, par le pôle Excellence Bois, et construit avec, de nombreux partenaires. Ce soir, en fait, c'est, l'occasion de vous présenter, les résultats de cet atlas, avec un plus, sera un débat autour de la question, la ressource forestière est-elle capable de répondre à la demande croissante en bois énergie en Pays de Savoie? Alors, on réfléchit ça à l'échelle de 2 départements, voilà, il faut savoir que, le bois énergie, Heu, bois déchiqueté par exemple, même si ça reste très local, peut tout de même passer, les barrières, les frontières du département, hein. Voilà, mais ce soir, on aura une approche plutôt, Savoie-Haute-Savoie. Donc pour répondre, à tout ça, le programme du webinaire, donc on va commencer par quelques éléments de contexte en donnant la place du bois énergie en France. On parlera du bois énergie, un moyen de chauffage écologique, et local. Ensuite, je vous présenterai, les résultats de l'atlas bois énergie, donc autour de la production, la consommation et puis les perspectives, hors bois bûche, hein, on ne parlera pas de bois bûche dans cet atlas. Ensuite, on verra un petit peu quels sont les leviers pour répondre à la demande croissante en bois déchiqueté sur les pays de Savoie. Et donc tout ça en compagnie, de Nathalie Noël de l'ASDER et de Pierre-Emmanuel Boutin du CIAN avec qui, on a du coup construit cet atlas. Et ensuite de François-Xavier Nicot, directeur, de l'ONF Savoie-Mont-Blanc et puis Wilfried Tissot, en charge de bois énergie, de l'association des communes forestières Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc déjà je voulais, vous remercier beaucoup pour votre participation. Donc ils auront l'occasion de se présenter plus en détail, lorsqu'ils, prendront la parole. Alors juste avant de commencer, des petits points techniques, sur le webinaire. Donc on est ensemble de 17 h à 18 h 30. Le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver, en replay sur le site du pôle Excellence Bois ou directement sur la chaîne YouTube, du pôle Excellence Bois. Et au cours des présentations, n'hésitez pas à, poser vos questions au fil de l'eau dans l'onglet «Conversation» que vous avez, sur l'écran, de Teams. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, je passe la parole à Nathalie Noël qui va commencer cette présentation. Et je te laisse te présenter du coup, Nathalie.
Merci Thibault. Je te laisse du coup nous dérouler les diapos. Bonjour à tous, donc Nathalie Noël, je suis chargée de mission collectivité à l'ASDER. Donc j'accompagne les communes de Savoie sur leurs projets d'énergie renouvelable et en particulier donc le bois énergie. Pour introduire ce webinaire, je vais vous parler un petit peu des usages de l'énergie en France pour nous donner une vision globale. En gros, l'énergie, nos consommations finales d'énergie, elles répondent à des besoins en électricité pour environ un quart de nos consommations, des besoins de mobilité pour un gros tiers de ces consommations finales. Et puis, ce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, eh bien, ce sont les besoins de chaleur pour près de 40% de nos consommations finales. Ces usages de l'énergie et toutes ces consommations, eh bien, elles sont couvertes par différentes ressources. Thibault, je veux bien la diapo suivante. Ces ressources, elles sont à la fois d'origine fossile, vous les connaissez, hein, le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Et puis elles ont la particularité aussi en France d'être couvertes en grande partie par du nucléaire. Et pour aujourd'hui, à peu près 14 non 14, je dis 14 de nos consommations d'énergie primaire, on trouve des énergies renouvelables. Alors à droite, sur le camembert de droite, eh bien, vous avez l'ensemble de ces énergies renouvelables, alors en pourcentage par filière. Et on voit à ce moment-là que la première source d'énergie renouvelable utilisée pour 35 c'est le bois énergie. On trouve derrière dans ce mix énergétique, ben, un certain nombre de filières, à la fois chaleur et électricité. Donc la 2e énergie, renouvelable utilisée en France, c'est l'hydraulique, la grande hydraulique. Et puis ensuite, viendra une seconde source de chaleur, tout ce qui est pompe à chaleur, puis l'éolien, de nouveau de l'électricité. Et on trouvera encore, non, de façon très marginale dans les tout petits derniers pourcentages, le solaire thermique, pour la dernière partie de chaleur. Donc, ben, comme vous l'avez un petit peu entendu, hein, le bois énergie nous sert principalement, à produire de la chaleur. Il y a un tout petit peu de cogénération sur du bois, mais en France, on n'est pas parti, principalement dans cette voie-là pour l'usage du bois énergie. On va donc parler de chaleur et nos besoins de chaleur aujourd'hui, ben, ces fameux 40 c'est de l'ordre de 700 TWh par an. Et la chaleur renouvelable à l'intérieur de cette chaleur, c'est en 2021, 22,3 de nos besoins de chaleur, donc environ 158 TWh. On a des objectifs importants dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, autour de 38 de chaleur renouvelable dans nos besoins de chaleur à horizon 2030. Donc un certain potentiel d'évolution, qui nous reste à couvrir. Si on regarde le détail de ces 22 d'énergie renouvelable dans la chaleur, c'est le camembert que vous avez au milieu de l'écran. On voit que 15 correspondent au chauffage au bois collectif, donc les chaufferies industrielles, et les grosses chaufferies sur les réseaux de chaleur, et à peu près la moitié, correspondent au chauffage au bois domestique, dont on ne va pas spécialement parler aujourd'hui, comme vous l'a dit Thibault, puisque ça, c'est majoritairement du bois bûche. Mais voilà, le bois énergie couvre au total près de 2 tiers de la production de chaleur renouvelable. C'est de loin la première énergie renouvelable utilisée en France. Voilà pour cette petite introduction. Je vais passer la parole, je crois, à Ouais, je prends la Pierre-Emmanuel. suite. Merci beaucoup. Pierre-Emmanuel Boutin du CIEN, le syndicat d'énergie et du numérique de la Haute-Savoie, donc au service des collectivités pour les questions notamment de transition énergétique et de transition numérique. Donc, pour aller directement sur le sujet, on parlera des différents combustibles bois. Donc, pour commencer, le bois de chauffage ou bois bûche, plutôt destiné à des particuliers pour alimenter tout ce qui est bois et insert. Il y a ensuite les granulés de bois, provenant plutôt majoritairement de compactage de sciure et copeaux de bois de scierie, plutôt destiné pour les petites et moyennes chaudières. Et enfin, le bois déchiqueté, lui orienté plutôt vers des moyennes à grosses chaudières, bois, qui trouve son origine dans différentes sources, donc issu de bois forestier déchiqueté pour créer de la plaquette forestière, issu des connexes de scierie, issu aussi des déchets d'emballage bois, et qui trouve aussi son origine dans tout ce qui est déchets verts de taille et tout ce qui est issu des travaux d'élagage,
pour constituer la plaquette bocagère. Donc, comme l'a rappelé Thibaut en amont, cet atlas bois énergie des Pays de Savoie traite sur les chaudières automatiques au granulé et au bois déchiqueté. On ne traitera pas du coup tout ce qui est insert, poêle et chaudière à bûche, dont les données sont beaucoup plus difficiles à récolter. On peut passer du coup aux différents atouts du bois énergie. Donc, c'est une matière première qui se trouve en France. Les Deux-Savoie et les départements limitrophes sont des territoires qui sont effectivement très forestiers. On a une matière première qui est donc locale. Et effectivement, pour citer l'ADEME, le développement de cet approvisionnement de proximité, c'est effectivement un atout majeur pour répondre aux objectifs d'indépendance énergétique de la France. Le tout dans un contexte géopolitique tendu. Le bois énergie permet d'améliorer la gestion forestière et apporte un revenu complémentaire aux propriétaires. Il contribue à l'économie circulaire. C'est une ressource bon marché. On a une slide juste suivante qui en parlera. Donc la filière qui permet d'extraire cette ressource regroupe un ensemble de métiers non délocalisables et diversifiés, donc qui vont des exploitants forestiers aux installateurs de chauffage bois, en passant par les distributeurs et les transporteurs. C'est une énergie à fort rendement énergétique et qui participe à réduire notre impact sur le changement climatique par substitution des énergies fossiles. On y reviendra juste après. Donc, slide suivante pour détailler le fait que le bois énergie est effectivement une ressource bon marché. Le graphe ci-dessous, issu de l'ASDER, présente les évolutions des prix des énergies. Et on peut voir directement entre les parenthèses, en vert, les prix des différents produits bois, donc allant de la plaquette, la bûche jusqu'au granulé, qui sont effectivement inférieurs du coup au prix des autres sources d'énergie, l'électricité en bleu, le gaz en gris et le fuel, le plus marquant, en rouge. Ça, c'est pour l'aspect une ressource bon marché. Si on va slide suivante pour voir qu'effectivement le bois énergie contribue à diminuer l'impact sur le changement climatique. Donc ça, c'est une infographie, un graphe issu d'une étude de l'ADEME qui présente la quantité de CO2 émis par kilowatt-heure PCI produit. Donc le bois énergie est effectivement une alternative pertinente aux énergies fossiles. Et une fois de plus, pour citer l'ADEME, pour limiter l'impact climatique du bois énergie, certaines pratiques forestières sont meilleures que d'autres, notamment celles qui favorisent la diversification des essences. La slide suivante appuie encore cet apport du bois énergie en focusant sur l'efficacité énergétique. Donc on peut voir à travers le graphe suivant, effectivement ici aussi, d'une étude de l'ADEME, que le bois énergie, finalement, quelle que soit son origine, bûche, plaquette ou granulé, est plus efficace que les autres sources d'énergie. Donc il faut moins d'énergie en amont pour produire 1 kWh issu du bois énergie que 1 kWh issu du gaz, fuel ou d'électricité. Est effectivement plus efficace. Et je repasse la main à Thibaut, je crois. Oui, merci beaucoup pour vos présentations. Donc, je prends la suite. Donc, moi, je vais vous parler des résultats de l'Atlas Bois Énergie, qui parle principalement de production, de consommation de bois énergie en Pays de Savoie et des perspectives. Donc, cette édition, donc déjà, vous pourrez retrouver les éditions précédentes sur notre site internet et l'édition 2023 sera tout bientôt en ligne. Alors, juste un point sur, parce on va vraiment se focaliser sur le granulé et sur le bois déchiqueté. Et donc, il y a quand même une différence, enfin, je vais en expliquer une, il y en a plein d'autres, mais au niveau du marché, le marché du granulé est plutôt européen, voire mondialisé, alors que le bois déchiqueté est sur un marché qui est beaucoup plus petit, que l'on va dire principalement régional, voire national. Mais voilà, alors tout simplement parce que le bois déchiqueté a une faible valeur ajoutée, a une faible valeur en fait, et du coup, par conséquent, voyage très mal puisque le transport coûte très cher. Alors que le granulé, lui, a une valeur plus importante et du coup a plus de facilité à voyager. Donc pour ce qui est de la production de granulés de bois déchiqueté en 2022, puisque c'est un atlas 2023 sur les données de 2022, on a enquêté en fait les producteurs de granulés de bois déchiqueté en Pays de Savoie. Alors pour les producteurs de granulés, c'est assez simple puisqu'il y en a 3 et les 3 nous ont répondu.
Et donc, ça donne une production en 2022 d'environ 50 000 tonnes de granulés. Pour le bois déchiqueté, c'est plus compliqué, il y a beaucoup plus d'acteurs et très diversifiés, notamment par leur activité principale. Ça peut être des bûcherons, ça peut être des agriculteurs. Voilà, ça peut être beaucoup d'activités différentes. Et donc, on a eu quand même pas mal de retours, et notamment les plus gros producteurs. Et donc, on a pu en tirer ces chiffres-là, que j'ai tout mis du coup en tonnes à équivalent 35% d'humidité. Donc, sur les plaquettes forestières, on atteint à peu près 100 000 tonnes. Les plaquettes de scierie à visée bois énergie, on est sur du 15 000 tonnes. Les écorces, pareil, qui fait partie du coup de Connex de scierie, à hauteur de 25 000 tonnes. Les broyats SSD, sortis statut de déchets, 40 000 tonnes. Donc là, j'ai mis sous-estimé parce qu'on a quand même 2-3 centres de tri qui nous ont pas répondu, et on pense qu'il y a quand même pas mal de volume de déchets de bois A, donc de broyat SSD, qui est potentiellement valorisable en bois énergie. Alors on n'est pas sur un x2 quand même, hein, mais voilà, c'est peut-être aux alentours de 60 et quelques mille tonnes. Les plaquettes bocagères, fraction ligneuse de déchets verts, voilà, aux alentours de 10 000 tonnes. Alors ensuite, donc ça, c'est les provenances, hein, c'est les sources qui vont ensuite créer du bois déchiqueté. Et ces bois déchiquetés sont plus ou moins séchés. Et donc, l'enquête nous a permis de voir que environ un tiers de ces plaquettes sont vendues sèches. Alors, le broyat SSD, il n'y a rien à sécher puisque c'est un produit qui est déjà sec. Mais voilà, il y a aussi du séchage sous hangar ou de plaquettes forestières, par exemple. Je voulais vous parler aussi de bois d'industrie, parce qu'on ne parle pas de bois énergie sans parler de bois d'industrie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont deux produits qui sont en concurrence, puisque le bois déchiqueté est consommé à la fois pour produire de l'énergie, mais aussi pour produire, par exemple, du papier. Et en fait, sur les pays de Savoie, on a quand même deux acteurs très importants en termes de consommation de bois déchiqueté. Et du coup, voilà, ça vaut le coup d'en parler. Donc on a La Rochette Carton Board qui fabrique de la pâte à papier avec des plaquettes de scierie, voilà, avec un approvisionnement beaucoup plus que départemental, puisque les quantités sont assez importantes, donc ça va au niveau régional même plus. Et puis Ferropem qui fabrique du silicium et qui utilise dans son procédé de la plaquette forestière. Voilà. Donc qui consomme une bonne partie de bois déchiqueté. Les perspectives de production de bois énergie. Donc pour ce qui est du granulé, pas d'évolution significative notée dans les enquêtes qu'on a envoyées. Et puis au niveau du bois déchiqueté, quand on regroupe toutes les perspectives, on est aux alentours entre 50 et 100 000 tonnes de bois déchiqueté supplémentaires produits d'ici 2026. Voilà, en sachant que en tout, on était à 180 000 tonnes. Si on reprend ce slide, si on fait le total de toutes ces bois déchiquetés, on est à peu près à 180 000 tonnes. Voilà, sauf que pour arriver à ces 50 à 100 000 tonnes supplémentaires, il y a quand même de nombreux freins à lever. Je voulais en parler parce que c'est important. On a notamment la rareté et le prix du foncier qui n'encourage pas, ou en tout cas qui freine beaucoup les producteurs de bois déchiqueté à stocker le bois déchiqueté, puisque il faut, dans notre contexte d'exploitation forestière en forêt de montagne, on a de la neige l'hiver, du coup on ne peut pas exploiter toute l'année. Et du coup, ça nous demande de faire du stock, puisque la neige l'hiver, c'est en même temps qu'on se chauffe. Voilà, donc exploiter l'été, le printemps, l'automne pour pouvoir se chauffer en hiver, et il faut stocker tout ça, quoi. Donc le handicap montagne, ça prend aussi en compte les pentes importantes, hein, du coup une exploitation plus compliquée. La neige, j'en ai parlé. Il faut savoir que plus de 50%, enfin environ 50% de la surface forestière en Pays de Savoie est supérieure à 1000 mètres d'altitude. Voilà, donc ça donne un petit peu une idée des difficultés d'exploitation l'hiver.
Et puis les nombreux loisirs, puisqu'on a 2 départements très appréciés du tourisme, et même en plus du tourisme, tout simplement les loisirs, hein, que les résidents font aussi en montagne, euh, voilà, qui freinent aussi un petit peu, disons, l'exploitation forestière. Et puis un manque de bûcherons. Alors là, on voit notamment le vandalisme, même des insultes et des menaces augmenter auprès des bûcherons. Et puis une rémunération plutôt faible pour un travail assez compliqué à réaliser, qui fait que ben voilà, on a en conséquence ce manque de bûcherons. Les consommations des chaudières bois automatiques. Alors bah, du coup, Pierre-Emmanuel, tu l'as très bien précisé, mais je vais le redéfinir quand même. Donc, on va parler uniquement de chaudières bois automatiques. En fait, ça représente des chaudières granulées et bois déchiqueté. Et on ne parlera pas des inserts, des poêles, voilà, et ni du coup des chaudières à bûches. Euh, donc, en fait, on a classé ces chaudières bois euh, sous 3 différentes installations, les petites, les moyennes et les grandes. Donc, les petites sont les installations dont la puissance est inférieure à 35 kW, qui est sur la gauche du graphique. Les moyennes installations sont entre 35 et 999 kW, et les grandes supérieures à 1 MW. Donc, dans les chiffres, on a plus de 75% de la consommation de bois énergie, hein, de bois déchiqueté granulé, qui sont faites par les chaudières supérieures à 1 kW et qui sont au nombre de 44. Voilà, on a compté 44 chaudières supérieures à 1 kW et qui consomment 77% du bois énergie, enfin, pardon, de bois déchiqueté et granulé. Ensuite, on a 15% représentés par les chaudières bois automatiques de 35 à 999 et 8% pour les petites chaudières. Un autre chiffre, donc là, vous voyez que c'est aussi classé par privé-public, et c'est une spécificité de notre territoire, puisque 65% pardon, de la consommation est privée. Alors que généralement, la consommation est plutôt dans le public. Et donc ça vient de gros consommateurs privés. On a, je vais en citer 3, c'est les 3 plus gros, mais donc on a La Rochette Carton Board, dont on a parlé tout à l'heure, leur grosse consommation pour la pâte à papier. En fait, ils consomment aussi du bois énergie pour produire de la chaleur. Et donc, c'est compté ici. Il y a le groupe Fournier, voilà, Movalpa, donc qui consomment pas mal, qui autoconsomment en fait leurs déchets pour se chauffer. Et la papeterie du Léman, qui est un papetier en Haute-Savoie, qui lui ne fabrique pas la pâte à papier, il en achète. Par contre, il a besoin de chaleur pour son process de fabrication, et donc il y consomme lui aussi du bois déchiqueté pour produire de la chaleur. Et donc, en fait, à eux trois, ils représentent les 2 tiers de la consommation de bois déchiqueté privé. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on a une consommation plutôt privée sur nos départements. Donc, on voit que la consommation chez les 35 à 999 kW est assez équilibrée. Et puis, pour les petites chaudières automatiques, en fait, c'est surtout privé, puisque ça représente principalement des particuliers. Donc ces données en fait ont été récoltées par l'ASDER pour la Savoie et par le CIAN pour la Haute-Savoie. Maintenant, donc là on était en mégawattheure, hein, on a parlé de consommation en mégawattheure. Maintenant, si on regarde un petit peu les combustibles qu'ils consomment, donc on a principalement du bois déchiqueté humide, puis en deuxième position du bois en fin de vie, donc ça va être les broyats SSD, hein, et les bois A des centrales de tri. Puis les bois déchiquetés secs et les granulés en tonnes. Donc pour estimer ça, hein, en fait, on a pris des hypothèses qui nous ont amené à ces résultats. Voilà, donc 155 000 tonnes, hein, de bois déchiqueté.
retenez bien ce chiffre pour pouvoir le comparer avec la suite. Donc les perspectives de consommation de bois déchiqueté, puisqu'on a dit que niveau... oui, pardon. Les consommations de bois déchiqueté des chaudières bois automatiques. Donc ça, c'est également une enquête réalisée par le CIAN et l'ASDER, qui nous a permis de prévoir un petit peu les consommations futures, les demandes. Donc en fait, il y a eu un listing d'installations prévu de 2023 à 2028 avec 3 niveaux de maturité. Donc la première, niveau 1, c'est voilà, c'est sûr, ça va se faire. Deuxième, ça va sûrement se faire. Et troisième, c'est à l'étape d'idée, c'est vraiment pas sûr. Donc nous, on a sélectionné les maturités 1 et 2, et on a écarté les maturités de niveau 3. Et donc on observe maintenant ce graphe. Donc les besoins supplémentaires en bois déchiqueté à l'horizon 2027 seraient d'environ 130 000 tonnes, équivalent à 45% d'humidité, si tous les projets de maturité 1 et 2 sont réalisés dans les délais prévus. Voilà, donc cela reviendrait environ à doubler, puisqu'on a juste avant, on voyait qu'il y avait 155 000 tonnes de bois déchiqueté humide qui étaient déjà consommées. Donc on revient quasiment à doubler cette consommation en 5 ans. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Bonjour, je suis Francis de Morogle, je suis le directeur du PEB et c'est moi qui fais la voix off, qui prend les questions sur la partie conversation et qui les retranscrit pour que la réponse provienne à tout le monde. J'avais une première question qui a été donnée, c'était de savoir si dans les volumes de production de granulés notamment étaient inclus les granulés produits par Bois du Dauphiné qui est au Sheila dans l'Isère. Alors, merci pour la question. Non, non, les 3 producteurs que j'ai du coup enquêtés sont Alpin Pelé, Laliard et c'est les 2, et puis un tout petit producteur. Donc non. Ok. Alors n'hésitez pas à poser vos questions si vous voulez sur la partie conversation par rapport à toute cette description, l'état des lieux qui est fait. Moi je vais en rajouter une, c'est dans le slide juste précédent, il y avait les perspectives de consommation et je vois qu'il y a en bleu à gauche 2023. Comme on est en décembre 2023, est-ce que ça a été réalisé, si j'ose dire? Alors effectivement, là, on parle d'un réseau de chaleur assez important sur la commune de... alors, excusez-moi, je sais plus exactement le nom, mais Bambigny, pardon, qui monte progressivement en puissance. Donc c'est pour ça qu'effectivement on a un peu échelonné les consommations. D'accord, donc ça a été réalisé, alors peut-être pas à la hauteur de 5300 Tout à fait. tonnes, mais ça a été réalisé et ça monte en puissance dans les années qui vont venir. Donc les besoins globaux seront plus importants, mais on a échelonné au fur et à mesure que le réseau de chaleur monte en puissance les consommations, année après année. Ok. Moi, pour l'instant, je ne peux qu'inciter les auditeurs de ce webinaire à poser des questions, parce que j'en ai pas vu de nouvelles. Donc, Très bien. N'hésitez pas, c'est le moment. Il reste encore quelques minutes. De toute façon, il va y avoir une deuxième partie. On y reviendra peut-être, mais oui. pour l'instant, je n'ai rien qui s'allume. Ça marche. Eh bien, on va continuer. Et puis les questions viendront peut-être après. Alors, donc cette deuxième partie, donc on a vu qu'il y a un besoin supplémentaire prévu, qui n'est pas sûr, mais prévu de 200 000 m3. Ces 130 000 tonnes correspondent environ à 200 000 m3 de bois. Et donc la question qu'on se pose, c'est quels sont les leviers pour répondre à cette demande croissante en bois déchiqueté. Si possible, local. Alors quand on appelle local, on va parler des 2 départements, mais voilà, c'est pas mal si on va chercher dans les départements à côté au niveau régional. Donc là, sur la droite, vous avez le graphe qui montre, voilà, qui part. Alors,
seulement le besoin en bois déchiqueté humide de 2022 avec du coup en cumulé ce que ça donne au niveau 2027. Hop. Alors, ces leviers, le premier, je me permets de donner ce levier de en fait, diminuer la demande. Alors pas diminuer dans le sens, dans tous les projets qu'il y a en cours jusqu'à 2028, leur dire de passer du bois énergie à une autre source d'énergie. Non. Diminuer dans le sens où la rénovation thermique des bâtiments va permettre de diminuer petit à petit nos consommations. Et puis l'efficacité énergétique également des appareils. Voilà, dans toutes les perditions qu'on peut avoir, améliorer ces perditions pour avoir un besoin plus limité en énergie. Voilà, donc une petite slide là-dessus, mais ça sera plus développé dans la partie table ronde après. Deuxième levier, les connexes de scierie, mais même en fait les connexes de la filière bois d'œuvre en général. Alors, en Pays de Savoie, on récolte à peu près, je me permets de passer d'abord à ce slide. Ça permet de vous montrer un petit peu globalement qu'est-ce qu'on prélève dans les forêts de Pays de Savoie. Donc en fait, chaque année, on prélève à peu près 400 000 m3 pour fabriquer du bois d'œuvre. Donc globalement, ces 400 000 m3, ils vont dans les scieries. Il y a 500 000 m3 de bois énergie, mais là, dans ces 500 000, on compte bien le bois bûche, et ce bois bûche est très important, il va représenter 80%, on va dire 400 000 m3 de bois énergie, un petit peu de bois d'industrie, et puis une mortalité. Voilà, et donc ça nous laisse l'accroissement net. Donc ça, c'est pour que vous voyez un petit peu ce qu'on récolte en Pays de Savoie dans les forêts. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est que dans les 400 000 m3 de bois d'œuvre et du coup les 100 000 m3 de bois énergie hors bois bûche, c'est ça qui est relevé par l'Agreste, puisque tout ce qui est bois bûche, alors pas la totalité, il y a une petite partie du bois bûche qui passe par le circuit, on va dire, commercial, mais 80 à 90% du bois bûche, on ne sait pas en fait exactement ce qui est prélevé, puisque ça passe par de l'autoconsommation ou du marché parallèle, on va dire. Donc là, ce que je vous montrais, c'est que sur 100 000 m3 que l'on prélève en forêt, des Pays de Savoie, vous allez avoir 85% qui va aller dans la filière bois d'œuvre et 15% qui va aller en bois énergie. Donc, je donne un exemple précis sur une coupe d'éclaircie. Quand on veut du coup laisser la place aux plus beaux arbres, mais qui ne sont pas encore assez matures pour produire du bois d'œuvre, eh bien, on va éclaircir avec des bois qui ne vont pas pouvoir être valorisés en bois d'œuvre, et donc on va valoriser en bois énergie. Donc, c'est ces 15%-là. Ensuite, le bois d'œuvre, il va aller en scierie, et puis là, il y a un rendement matière d'environ alors 56%, là c'est assez précis, mais donc sur ces 85 000 m3, il y a 56% qui va finir en sciage et le reste vont finir en connexe de scierie, donc avec de l'écorce, de la sciure et d'autres chutes. Et ces produits-là sont potentiellement valorisables en bois énergie. Ils ne le sont pas tous, mais potentiellement, avec de l'écorce, on peut approvisionner des chaufferies de grosse puissance. La sciure va servir à produire du granulé, et puis les autres chutes vont être broyées pour être brûlées dans une chaufferie, par exemple. Et donc, en plus de ça, le sciage en sortie de scierie va parfois être raboté et séché. Et donc, ce rabotage va produire aussi des copeaux qui peuvent également eux aussi être, par exemple, valorisés et transformés en granulés. Donc, si on fait le total sur une unité de 100 000 m3 exploitée dans les Pays de Savoie, on va avoir quasiment 2/3 du bois qui va être potentiellement valorisable en bois énergie. Donc, la conclusion que je mets dans le deuxième point, c'est que plus on construit en bois local, plus on va pouvoir se chauffer avec du bois énergie.
Voilà. Et donc, quand on dit plus on construit en bois local, il ne faut pas penser qu'il va falloir plus construire. Mais si déjà, ce qu'on construisait en Pays de Savoie en bois, on le construisait avec plutôt du bois local que du bois importé, c'est-à-dire qu'on augmentait cette part de bois local, eh ben, on pourrait augmenter la part de bois énergie local. Voilà ce que traduit ce schéma. Alors sur les broyets SSD, c'est pas un levier important d'après moi. Par contre, le tri des déchets de bois A et de bois B, donc pour faire rapide, le bois A, c'est les déchets de bois qui sont sains, sans traitement, sans rien. Et les bois B, c'est les déchets de bois qui ont des traitements, mais pas très dangereux. Après, on passe au bois C. Et donc, en fait, le tri des déchets de bois A et B, en amont des centres de tri, permettrait d'augmenter la part de bois. C'est-à-dire que sur un chantier, on va mettre une seule benne bois. Et donc, on va mélanger le bois et le bois B. Et quand la benne va arriver en centre de tri, le centre de tri, il ne sait pas classer et séparer le bois A du bois B. Il ne sait pas le traitement, on ne le voit pas toujours à l'œil nu. Donc, il y aurait éventuellement un petit levier là-dedans. Alors, j'ai appris que la REP, la responsabilité élargie des producteurs sur les produits et matériaux de construction et du bâtiment, n'aura pas d'impact sur ce tri en amont. Par contre, une prochaine REP, la DUIC, encouragera la récupération des palettes de bois de manière distincte des bois B. Alors voilà, j'en sais pas beaucoup plus sur cette REP, mais c'est une information que j'ai d'aujourd'hui. Et donc, la dernière slide, c'est les ressources forestières. Est-ce qu'il y a un levier en forêt pour aller chercher du bois énergie? Donc, je ne vous représente pas le graphique, mais ce graphique montre, donc le premier point que je mets là, c'est qu'il y a eu 30%, une évolution de 30%, une augmentation de 30% du volume de bois en forêt des Pays de Savoie de 1998 à 2022. Donc, ça montre que cet accroissement net était déjà plus important il y a quelques années, puisque ce graphique, en fait, c'est les chiffres moyens de 2017 à 2021. Voilà, donc, par contre, on verra que la mortalité dans les prochaines années va sûrement prendre de la place. Voilà, donc les forêts aujourd'hui des Pays de Savoie, le volume en forêt augmente, mais pour combien de temps? Puisque la mortalité monte en flèche. Et donc, pour continuer de répondre à cette question, j'ai envie de dire rien de mieux que de donner la parole à des spécialistes de la forêt et du bois énergie. Donc, je vais laisser François-Xavier Nicot et Wilfried, vous pouvez vous présenter et puis dire quelques mots de l'organisme. Oui, Thibaut, juste parce que j'ai eu quelques questions supplémentaires par rapport alors, allons-y. Aux présentations suivantes. Là, je ne saurais que recommander aux personnes de mettre ça dans la conversation et pas dans la question-réponse, parce que sinon j'ai du mal à passer de là. C'est l'âge, ça. Mais je reviens sur un point, sur une première question, c'était en quoi, tu as évoqué ça, en quoi le tourisme et les loisirs sont un frein au développement du bois énergie? Alors, parce que certaines communes préfèrent ne pas concilier les deux, puisque c'est plus simple, de fermer du coup les forêts à l'exploitation forestière pour que le loisir puisse se passer, disons, le plus librement possible. D'après moi, ce n'est pas deux choses qui sont incompatibles. On peut très bien arriver à faire des deux, mais ça demande du temps, de l'organisation et des fois par simplicité, en fait, on ferme carrément la forêt à l'exploitation forestière. Et donc, les conséquences sont très claires, hein. Nous, les bûcherons nous disent qu'en juillet, août, ils n'ont quasiment pas la possibilité d'exploiter du bois dans ces forêts qui sont utilisées pour un usage récréatif, quoi. J'ai une seconde de question. Alors, à un moment, tu parlais de 200 000 m3 supplémentaires. Et la question, c'était, et ça représente quoi par rapport au volume déjà mobilisé, en termes, je suppose, de pourcentage ou d'effort? Ouais,
Alors, sur les volumes mobilisés en plaquettes forestières, alors je vais remettre les slides. Ça, c'est la production de bois déchiqueté. Donc on voit, hein, en faisant les sommes, à peu près, on est à 180 000 tonnes de bois déchiqueté. Et donc sur les plaquettes forestières, à 100 000 tonnes. Ça, c'est la production. Mais sur la consommation, hop, c'est là. La consommation, on est à 150 000 tonnes de bois déchiqueté consommé. Et donc, on a vu que dans ce graphe-là, on prévoyait plus 130 000 tonnes supplémentaires pour pouvoir potentiellement approvisionner les chaufferies en projet si jamais tous les projets se réalisent. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et donc, ah oui, ces 130 000 tonnes représentent 200 000 mètres cubes. Voilà, mais c'est le complément de la question, c'était 200 000 mètres cubes de bois sur pied. C'est 200 000 mètres cubes, oui, de bois sur pied. Ok. De bois déchiqueté, c'est. J'ai une autre question plutôt de nature méthodologique, de ce que je comprends dans sa formulation. Alors, juste, pardon, c'est 200 000 mètres cubes de bois déchiqueté, pardon, pas de bois sur pied. 200 000 mètres cubes de bois déchiqueté. D'accord. Voilà. Merci. Alors, j'ai Manuel qui fait l'équation suivante. Bois local égale en provenance des départements de Haute-Savoie et Savoie et Isère. Point d'interrogation. Alors, moi, ce que je vois derrière cette question, c'est cette fameuse définition, c'est quoi le bois local? Enfin, je te laisse répondre. Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est jamais trop évident parce que nous, on travaille sur les deux Savoies, donc on présente ces chiffres-là. De toute façon, si on présentait des chiffres au niveau régional, on dirait la même chose puisqu'il y a des départements qui sont limitrophes à la région et on dirait, est-ce que ceux-là ne sont pas locaux aussi? Donc il faut bien prendre un référentiel. Donc nous, c'est les deux Savoies. Mais oui, je suis totalement d'accord que le bois d'Isère, de l'Ain ou du Rhône sont. Alors ça dépend pour quel usage, mais pour là, on parle de bois déchiqueté, de granulés. Ça se comprend. Enfin, c'est tout à fait satisfaisant de s'approvisionner dans les départements limitrophes. J'ai une autre commentaire, question. L'évolution de la forêt au regard du changement climatique est un paramètre important. Je crois que tu l'as indiqué en termes de mortalité tout à l'heure. C'est souvent oublié dans les discussions à l'échelon local. Bon, ça, je vous laisse juge de la réalité du commentaire. Et on va en parler dans la table ronde. Oui, je pense. On considère le bois comme une ressource décarbonée et illimitée. Aujourd'hui, il y a des problèmes de séquestration de carbone par les forêts, la capacité de séquestration de carbone. Et donc, cette ambiguïté de la forêt est-elle une ressource illimitée d'énergie décarbonée ou bien voit-on apparaître avec ses capacités de séquestration cette ressource se limiter? Donc, je pense que c'est plus un commentaire. On en parlera aussi dans la table ronde. Ouais, je continue sur, je lis, la mortalité des arbres monte en flèche. Oui. Mais à court terme, ce n'est pas un frein à l'approvisionnement si les bois scolytés peuvent être servis en énergie, en bois énergie. Alors c'est exactement aussi le sujet. Alors du coup, on va peut-être continuer sur la fin, à moins qu'il y ait des questions vraiment sur ce qui vient d'être présenté. Ouais, là, parce que malheureusement, j'épuise un peu les questions précédentes qui n'étaient pas. Et puis la dernière, mais là, je proposerai à Pierre Sterling de revenir vers toi sur une égalité entre les 130 000 tonnes et les 200 000 mètres cubes de bois. Donc, voilà, il pourra envoyer un mail, c'est une question technique, je vous laisse. D'accord. Ok, voilà. Donc là, nous, avec Pierre-Emmanuel et Nathalie, on présentait plutôt le contexte, le cadre et puis les résultats de l'année 2022 au niveau du bois énergie. Là, maintenant, on va passer sur une table ronde avec donc Wilfried Tissot et puis François-Xavier Nico, voilà, qui vont pouvoir du coup se présenter et puis présenter également leur organisme l'organisme qu'ils représentent. Oui, bonjour tout le monde, je suis François-Xavier Nico, directeur de l'Office national des forêts pour les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Et bonjour, je suis Wilfried Tissot, le référent régional bois énergie et transition écologique pour l'Union régionale des communes forestières d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, est-ce que vous pouvez juste un petit peu dire
donner en fait les activités de vos différents organismes, de l'ONF et des communes forestières, hein, François-Xavier. Oui, donc l'Office national des forêts sur le département de la Savoie et de la Haute-Savoie est l'établissement public national chargé de la mise en œuvre de la gestion des forêts publiques, c'est-à-dire les forêts des communes et les forêts de l'État. Sur le département de Savoie et de Haute-Savoie, c'est une organisation de 400 collaborateurs qui travaillent à la mise en œuvre de la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt. Parmi ces actions de gestion, un point essentiel nous concernant est la mobilisation des bois de montagne. Donc l'ONF sur les forêts publiques de Savoie de Haute-Savoie mobilise de l'ordre de 300 000 m3 par an, essentiellement en bois d'œuvre. On reviendra là-dessus. Et ces bois sont vendus à 99% aux scieurs de Savoie, Haute-Savoie, Isère et Ain. Voilà, je rajouterai l'Ain dans le périmètre du bois local à la personne qui avait rajouté l'Isère déjà. Voilà, on n'est pas dans un vase clos Savoie Haute-Savoie, c'est un beau territoire, mais qui est poreux et heureusement en matière de flux avec ses riverains. Merci. Et donc, moi, nous, les communes forestières, donc c'était une association d'élus, hein, il y a plus de 800 élus sur quasiment 900, même 900 élus sur Auvergne-Rhône-Alpes, et 11 000, enfin 6 000 élus sur 11 000 propriétaires forestiers à l'échelle nationale. On a l'ambition d'aider les élus à mettre en place des stratégies forestières et à répondre à toutes leurs questions en termes de forêt. Donc, on peut traiter de commercialisation des bois, mais de chasse, de bois construction, de bois énergie. L'objectif, c'est d'utiliser cette ressource à bon escient. Alors, on a bien sûr l'ONF qui est là en tant que gestionnaire, hein, technicien capable d'expliquer comment est-ce qu'on peut faire. Mais par contre, les élus sont là pour mettre en œuvre des stratégies. Donc, dans le cas du bois énergie, ça veut dire essayer de monter des chaufferies, de pouvoir l'approvisionner avec des bois en circuit court. Donc, voilà, c'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre. Nous, on a développé un certain savoir-faire dans l'évaluation de la ressource, notamment. Donc, on travaille notamment avec le CIAN actuellement pour essayer d'évaluer un petit peu la quantité de bois qu'on pourrait mobiliser, hein, au-delà de toutes les ressources de bois énergie que tu as pu, Thibaut, montrer. Nous, on s'attelle à essayer d'évaluer la partie bois énergie en forêt, hein, donc une petite partie du bois énergie qu'on peut utiliser. Et donc voilà, c'est de ça qu'on va parler après en fait. Merci beaucoup. Alors, on disait que en effet, la mortalité monte en flèche dans les forêts et notamment dans les forêts de Pays de Savoie. Est-ce que François-Xavier, tu peux un peu nous présenter un état des lieux de la forêt des Pays de Savoie? Alors, si possible, aussi un petit peu forêt privée, puisqu'on a eu des échanges avec la forêt privée. Et puis, évoquer également les évolutions observées durant cette année 2023. Oui, donc l'année 2023, elle nous a tous perturbés, hein. Côté forestier, on est heureux que l'hiver s'installe, parce qu'au cours de l'année, que ce soit en forêt publique, en forêt privée, on a vu le développement épidémique du scolite. Alors, nous étions des départements assez exemptés jusqu'à présent d'une crise qui se développe en Europe depuis 2018, qui s'est répandue en France depuis le nord-est jusqu'au Jura de l'Ain ces dernières années. Et cette année, l'explosion se mesure sur les départements de Savoie et de Haute-Savoie sur une quantité d'épicéa scolité estimée à 300 000 m3 pour les deux départements. 115 000, 130 000 m3 en forêt publique et entre 150 et 180 000 m3 en forêt privée. Donc ce sont actuellement des estimations et tous les acteurs de la filière sont rassemblés pour essayer de trouver des modalités et des destinations qui peuvent être faites à ces produits qui présentent le double handicap d'être des produits non choisis par le gestionnaire, mais subis, donc pas forcément les arbres qu'il faut, et des arbres qui sont structurellement en perte de capacité commerciale au moment où on essaye de les exploiter et de les mettre en vente. Et la deuxième conjoncture, c'est que, contrairement à mes collègues des autres territoires de France qui ont eu à subir le même genre de crise, scolite, eux, ils l'ont subi à des moments où la dynamique économique était favorable à la mobilisation de ces bois.
en 2023, il ne vous aura pas échappé que ce n'est pas quand même une grande année en matière d'exubérance économique, et tous les voyants en matière de mise en construction et d'utilisation du bois d'œuvre ne sont pas favorables. Donc au moment où on essaye de mobiliser des bois de moins bonne qualité dans un contexte économique de moins bonne qualité, les planètes ne sont pas tout à fait alignées. Donc c'est l'enjeu principal des acteurs de la filière forêt-bois, forêt publique, forêt privée, et nous travaillons avec les services de l'État et les autorités des départements, des 2 départements, pour essayer de travailler à un certain nombre de leviers de gestion de cette crise sanitaire, qui est avant tout une crise économique qui affecte l'économie des collectivités propriétaires, mais des propriétaires aussi, ainsi que des transformateurs de bois de nos départements de Savoie et de Haute-Savoie. Merci. Est-ce que Wilfried, tu veux compléter sur Oui, donc ces bois scolités, on parle d'épicéa là en fait, hein. Et là on parle pas de sapin, hein. Dans les chiffres que tu as donnés, c'est bien que des épicéas. Ouais, sur la Savoie et la Haute-Savoie, on a de la Voilà. chance pour l'instant, seul l'épicéa est touché. Voilà, donc on parle d'épicéa, donc c'est bien du bois d'œuvre, et donc pour compléter ce que disait François-Xavier, l'objectif c'est bien au maximum d'essayer de le valoriser en bois d'œuvre, mais quand on voit ces volumes, si effectivement le contexte économique n'est pas favorable, ça devient très très compliqué d'abattre ces bois et de les conserver un temps pas infini, mais en tout cas suffisamment long en attendant de pouvoir les vendre, c'est juste quasiment pas possible. Donc, il est certain que de toute façon, une partie de ces bois, même si c'est dommage, devront partir vers d'autres produits que du bois d'œuvre. Parce que surtout, il faut quand même avoir à l'esprit que ces bois scolités, ce sont des bois qui sèchent, ce sont des bois qui risquent de produire après des effets néfastes sur le risque incendie si on les laisse en forêt. Si on les laisse en forêt, c'est aussi perpétrer encore le scolite, surtout si on les écorce pas, rien du tout, hein, je veux dire, si on les laisse sur pied. Donc ça engendre d'autres problèmes que de les laisser. On a aussi le fait que de toute façon, un arbre mort qui reste sur place et qui va tomber à un moment donné, il va libérer du carbone, hein. Donc c'est aussi, vaut mieux finalement le gérer tout ça plutôt que de le laisser la nature faire son œuvre en fait, hein. D'accord, merci. Donc du coup, en effet, on a parlé de différentes niveaux de dégradation des épicéas scolités. Donc le FCBA a décrit les scolités frais, scolités vieux et scolités secs. Donc c'est vrai que le scolité frais, là où juste le scolite apporte le champignon bleu, il y aurait moyen de le valoriser en bois d'œuvre, en structure, hein. Le scolité vieux partirait peut-être plus dans tout ce qui est produit d'emballage, coffrage. Par contre, le scolité sec, très difficile à valoriser en bois d'œuvre puisqu'il y a de nombreuses fentes et le classement visuel ne l'accepte pas. Du coup, il y aurait là un potentiel en effet de valorisation en bois énergie. Alors, est-ce qu'on sait à peu près estimer, là, François-Xavier, tu as parlé de 300 000 m3 identifiés. En ce moment, c'est difficile d'aller les exploiter puisqu'il y a la neige, mais quand on va aller les exploiter, est-ce qu'on sait à peu près ce qu'on va avoir en proportion de scolité frais, scolité vieux, scolité sec, ou vraiment pas du tout? On ne sait pas, Non, ça va être la surprise. c'est une course contre la montre qui a démarré pendant l'été, hein, quand l'épidémie s'est vraiment exprimée. On a eu un printemps qui nous a donné un petit sursis. Et les choses se passent en quelques semaines, et on passe de ces catégories de bois scolité dont tu parles. Les coupes qu'on a pu faire cet automne sur les forêts publiques, nous, on a constaté une proportion qui est plutôt de 30 à 40% de bois énergie dans les coupes de bois scolité, puisque voilà, quand on abat l'arbre et qu'on le débarde, c'est là qu'on constate sa capacité ou non à être encore un bois de sciage. Et avec nos clients scieurs, on organise l'optimisation maximale du bois d'œuvre, tout en se donnant voilà, la valorisation du bois énergie. Je tiens juste à indiquer à l'ensemble des participants que ça ne se fait pas sans douleur, parce que pour prendre des ordres de grandeur, un bois vert va se vendre pour faire une belle charpente 100 € du mètre cube.
un bois scolité frais va se vendre entre 40 et 50, et un bois scolité qui ne peut être utilisé qu'en énergie se vend entre 20 et 30. Vous voyez, on divise par 5 la valeur du mètre cube. Ce qui n'est pas divisé par 5, c'est le coût du bûcheron. Que le bûcheron coupe un arbre pour faire une poutre ou un arbre pour faire de la plaquette, il coûte toujours un prix au mètre cube qui, dans nos pays de Savoie, porte ce que tu as appelé, Thibaut, dans la présentation, le handicap montagne, que nos Savoyards n'aiment pas beaucoup qu'on leur parle comme ça, mais le fait est que c'est un handicap avec un bûcheron qui vous livrera les bois au bord de la route prêts à être emportés entre 30 et 40 euros du mètre cube. Et donc, vous voyez que le seuil de rentabilité est franchi quand ce mètre cube est destiné à l'énergie. Donc, sur une coupe complète où on a des arbres qui valent 100, d'autres qui valent 40 et d'autres qui valent 20, quand il coûte 40 à la production, il faut avoir des proportions qui permettent aux propriétaires d'avoir une bonne raison de couper ces arbres et en premier lieu de ne pas perdre d'argent. Merci. Si on regarde à plus long terme, pour savoir, voilà, on reste sur la question, est-ce que la ressource forestière est une ressource pertinente pour approvisionner ces fameux 200 000 mètres cubes prévus supplémentaires? Est-ce qu'on sait envisager, alors j'imagine qu'il y a différents scénarios, de l'évolution de la ressource forestière des pays de Savoie, en gros du moins pire au pire, si on peut dire comme ça. Est-ce que, voilà, donc on a bien compris que les épicéas se faisaient attaquer par les scolites. Le réchauffement climatique risque de ne pas s'arrêter là. Donc, en fait, les sécheresses qui à la fois affaiblissent les épicéas, puisqu'il manque d'eau, et puis les températures qui augmentent, qui pour le coup, les scolites, eux, apprécient, et donc ont plusieurs générations de développement. Ça va continuer combien de temps? Et est-ce qu'en gros, dans 40 ans, il n'y a plus d'épicéa? Ou est-ce qu'on sait à peu près dire? Je sais pas. C'est toi, François, qui répond à ça ou... Ouais, en fait, oui, c'est facile de répondre parce que je ne sais pas. Voilà, Ouais. Non, je ne sais pas, mais la tendance, elle est malheureusement connue. C'est-à-dire que ce que je sais, c'est qu'on n'aura pas 10 années de suite une année comme celle qu'on vient de connaître. Voilà, les cycles d'évolution climatique ne sont pas linéaires. Et cette année 2023, elle est la conséquence de l'extraordinaire année 2022, au sens exceptionnel dans ses expressions climatiques, sur notre territoire métropolitain et aussi en montagne. L'année 2023, les arbres ont été affaiblis au cours de l'année 2022, le scolite y a trouvé un terreau favorable et un climat de l'année 2023 favorable aussi au développement de ces cycles sur des arbres qui étaient affaiblis. Depuis un mois, vous l'entendez partout, on a eu plus d'eau ce dernier mois partout en France que ces 25 dernières années. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour nous à certains égards sur ce qui se passe dans les écosystèmes. Je ne peux pas vous dire ce qui se passera dès le printemps 2024 si l'épidémie de scolite va être ratatinée et éteinte par ces conditions climatiques ou si l'année 2024 verra à nouveau se poursuivre une année complexe. Le petit point de vigilance, c'est que la courte mais très puissante canicule qu'on a eue à la fin du mois d'août 2023 est arrivée à un moment physiologique particulièrement sensible pour les résineux, qui sont des arbres qui n'ont pas la faculté à arrêter leur évapotranspiration, contrairement aux feuillus que vous avez pu voir dans les versants se mettre à virer en couleur automnale. Ils se sont mis en protection cette dernière semaine du mois d'août. Les épicéas, eux, pendant ce temps-là, on les voyait continuer à rejeter l'eau dans l'atmosphère et à s'affaiblir. Donc, quelles conséquences en 2024 sur ces arbres qui ont été affaiblis, je ne saurais le dire. Par contre, la tendance, elle est progressive. Un petit point comme rassurant, c'est que même 300 000 m3 d'épicéas scolités sur le pays de Savoie en 2023, c'est moins de 1% du capital de d'épicéas sur pied. Donc, on a quelques années devant nous si on avait chaque année la même année que cette année.
Merci. Et je rajoute un chiffre, c'est que les épicéas représentent quasiment 45% du volume de bois en forêt de Pays de Savoie. Donc, ce qui peut avoir, voilà, enfin, ce qui peut montrer que la conséquence du scolyte peut bien se voir, quoi. Wilfried, tu voulais peut-être compléter. Oui, parce que en fait, on parle beaucoup de scolyte, et parce que bah, c'est une crise qu'il faut réussir à traiter, et puis qui crée en fait au moins momentanément, enfin en tout cas on ne sait pas pour combien de temps, une certaine ressource. Bon, les arbres déjà, il y a plein de maladies, il y a plein de choses. Là on parle du scolyte parce que ça a une ampleur énorme, hein, mais les pins, il y a eu plein d'attaques sur plein de choses. Vu qu'on est en période de changement climatique, on a aussi une fragilité, et il y a fort à parier que cette fragilité, elle va encore durer un certain nombre d'années. Mais juste pour donner une petite indication sur la façon de faire du bois énergie quand même en forêt, il y a soit on a des coupes liées à la production de bois d'œuvre, hein, liées à une sylviculture bien précise qui est censée produire du bois d'œuvre. Donc voilà, on a des coupes d'éclaircies, on a forcément en fait des déchets, et donc l'objectif c'est de valoriser ces déchets lorsqu'on fait ces coupes, et donc de pouvoir mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour produire du bois d'œuvre, et comme on peut le vendre relativement cher, on essaye d'intégrer un petit peu le bois énergie là-dedans. Ça a quand même un surcoût, hein, sur l'exploitation, d'aller sortir le bois énergie quand on sort du bois d'œuvre, hein. Donc, il faut quand même l'avoir en tête. La deuxième solution, c'est des coupes qui ne sont que des coupes bois énergie, qui sont souvent pas très appréciées du public, qui sont des coupes dans les taillis, où là, on va pas pouvoir faire grand-chose d'autre que du bois énergie. Et ça, on a beaucoup de coupes, hein, dans l'Ain, en Nord-Isère, etc., qui sont en fait des coupes que de bois énergie, et où on rentre, et en général, c'est une coupe rase. Et la troisième façon, effectivement, bah, c'est tout ce qui est coupe sanitaire, où là, on a des bois scolités, ou alors des fois des impasses sylvicoles qui font qu'on est obligé de couper, que les bois sont de mauvaise qualité, et tout ça, ça peut partir en bois énergie. Non, il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter là-dessus, François-Xavier? Non, c'est tout à fait ça. Et il est vrai que dans le contexte sylvicole et de montagne des forêts de Savoie de Haute-Savoie, l'essentiel réside dans la première typologie de coupe que tu as indiquée, Wilfried, sauf dans l'avant-pays savoyard et haut-savoyard, où des modèles finalement moyenâgeux mais très modernes de coupe de taillis sont aussi une solution à l'approvisionnement énergétique et à l'autosuffisance dans ce gisement énergétique pour nos territoires. C'est-à-dire que Nord-Isère, Ain, avant Pays Savoyard, le taillis, c'était une méthode sylvicole du Moyen-Âge, et l'établissement public ONF a notamment été forgé sur le fait de transformer ces taillis en futaies pour produire du bois d'œuvre utile pour les navires de la marine française. Vous voyez comment on s'est planté, parce que finalement, quand les arbres ont été prêts, ben, on n'avait plus de bateaux en bois, mais on est capable d'en faire plein d'autres choses. En premier lieu, de la construction, des mérins de tonneaux pour nos vins, ou maintenant des villages olympiques à Paris, tout en bois. Donc voilà, on a une destination de bois d'œuvre qui reste à valeur ajoutée principale, et la destination de bois énergie doit tenir compte de ce contexte pour être compétitif. Et si je pourrais juste rajouter deux petites choses. Bien sûr. On a eu beaucoup de chiffres, hein, avant, mais de bien rappeler à tous les participants, hein, qu'on a ce qu'on appelle le capital sur pied, c'est-à-dire on a un volume de bois en forêt, et qui grossit tous les ans. On a un accroissement, hein, qui se fait. Donc tu as bien montré que cet accroissement avait évolué, tu disais de combien, de 30% en je ne sais plus combien d'années là. Plus 30% en 30 ans. Ouais. Voilà, si on prend ouais, l'accroissement aujourd'hui, on tient, c'est-à-dire sans décapitaliser les forêts, c'est-à-dire qu'on ne déforeste pas du tout, hein. Si Non, on prend ça. que l'accroissement, aujourd'hui, on y arrive, hein. On peut sortir les volumes demandés. Mais comme disait François-Xavier Nicot,
c'est un problème économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller chercher du bois dans des fortes pentes avec des distances de débardage qui sont très grandes, etc., ça demande beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de temps pour aller chercher un peu de ressources. Et c'est ça qui pose problème. Donc, ce problème-là, c'est bien un problème de marché, de prix de marché et de coût de revient. Mais en termes de volume, aujourd'hui, la Haute-Savoie a ce qu'il faut. Et deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est moi, quand je rencontre un certain nombre d'élus qui se posent des questions de savoir s'ils doivent partir sur le bois énergie, j'ai envie de leur dire: «Mais vous voulez partir vers quoi?» Et là, en général, peu disent, le gaz et les énergies fossiles parce qu'on est passé à autre chose. Maintenant, on a bien compris qu'il fallait qu'on crée une substitution à tout ça. Mais il reste quoi? L'électricité. Quand on voit tout ce qu'il faut qu'on fasse avec de l'électricité, ça serait bien de le conserver pour autre chose. On ne va pas réussir à produire des tonnes de centrales hydroélectriques, même les panneaux solaires, etc. Aujourd'hui, il faut, comme tu disais, il faut aller vers la sobriété. Mais aller vers la sobriété, c'est travailler sur l'efficacité énergétique de nos bâtiments. On n'a pas la capacité du jour au lendemain de réduire la quantité d'énergie qu'on doit utiliser dans chaque bâtiment, comme ça, en claquant les doigts. On a besoin d'entreprises, d'artisans, etc. Ils ne peuvent pas tout faire en même temps. On parle de 3% par an, de 2, 3, 4% par an. Donc, si on veut faire tous les bâtiments, on sait qu'on a besoin de 20-30 ans. Donc, il faut trouver une énergie, au moins, en attendant. Et cette énergie, si on ne prend pas le bois, je ne vois pas trop ce qu'on peut prendre. Beaucoup d'élus me parlent de la géothermie. La géothermie, c'est très très bien, mais par contre, on ne peut pas envoyer 80 degrés comme ça dans un tuyau si on fait un réseau de chaleur sur de la géothermie, ce qui veut dire qu'il va falloir avoir une énergie comme ça qu'on peut voir, importante en fait, mais on peut très bien faire une chaufferie bois pour 25 ans et petit à petit travailler sur l'efficacité énergétique de ces bâtiments et petit à petit passer à autre chose. Plus tard, on changera à 2 chaufferies ou on passera à un autre système. C'est-à-dire qu'on ne fait pas quelque chose qui est ad vitam aeternam. Voilà. Je suis désolé, j'avais envie de rajouter ça. Ouais. Non, merci, c'est très bien. Du coup, je peux rebondir puisque donc on entend une échelle de 20-25 ans, ce qui est sûrement à peu près la durée de vie d'un réseau de chaleur, enfin, Non, d'une plus un chaufferie. réseau de chaleur quand même. Ouais, mais plutôt de la chaufferie, quoi. On dimensionne une chaufferie pour peut-être 20 ans et on peut se dire, 20 ans, c'est peut-être la période au moins pendant laquelle on va avoir des épicés à scolyter. Alors du coup, ça permettrait d'approvisionner au moins pendant ces 20 ans ces chaufferies, mais on a commencé à parler un petit peu des difficultés sur les épicés sur le fait de valoriser les épicés à scolyter en bois énergie. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour qu'est-ce que sont prêts à payer du coup les acheteurs de bois déchiqueté pour l'énergie et combien ça pourrait coûter? Alors, ça dépend de l'accessibilité, on est bien d'accord, mais une moyenne, combien pourrait coûter 1 kWh de bois énergie, quoi? De bois déchiqueté, pardon. Alors, je me permets qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Le directeur de l'ONF que je suis, qui a une équipe en crise, en fait, parce que nos 115 000 m3 d'épicéas scolytés, c'est un niveau qu'on n'a jamais atteint de l'histoire de la Haute-Savoie. Et dans ce contexte-là, on essaye quand même de poser les jalons de tous les points positifs qu'on pourrait essayer de faire. On va essayer d'utiliser collectivement, et j'en appelle l'ensemble des participants, de représentants de collectivités, représentants de différentes organisations professionnelles sur le domaine-là. Il faut qu'on profite de cette crise dans laquelle nous sommes pour déverrouiller des verrous que nous avons tous fermés depuis 40 ans dans nos territoires de montagne. C'est les verrous à l'accessibilité de la ressource forestière en montagne. C'est les verrous sociétaux sur, comme tu disais Thibault, on ne peut pas couper les arbres pendant l'hiver et on ne peut pas les couper pendant l'été. On part quand même pas vainqueur, quoi, quand on veut faire de l'autosuffisance énergétique avec 8 mois gelés, 6 par la neige, 2 par les touristes d'été dans des territoires. Il faut qu'on déverrouille des modalités de décision courageuses en aménagement de territoire. Je ne les citerai pas, mais j'ai bien des cas de figure de collectivités qui font l'investissement en chaudière, mais chez qui il ne faut pas qu'on coupe les arbres.
C'est des situations sociales que je constate. Je ne les juge pas, mais je chercherai bien volontiers avec vous tous à les lever pour faire en sorte que, plutôt que d'importer du fuel d'Arabie Saoudite ou du Venezuela, parce que j'ai appris que c'était là-bas maintenant les ressources futures de la planète, eh ben, c'est de prendre les armes de nos villages dans une gestion durable, dans un dispositif où le capital sur pied est protégé et préservé. Hein. Comme tu l'as rappelé Thibault, on prélève moins de la moitié de la production biologique dans nos territoires. Moins de la moitié, c'est même près de 25%, parce que le deuxième quart, c'est de la mortalité constatée, mais la suite, c'est les arbres qui restent vivants. Donc on a une série de verrous et on doit trouver les clés pour toutes les déverrouiller. Il y en a un important et le département de la Haute-Savoie a pris une décision importante de soutien à la mobilisation du bois énergie d'un point de vue financier. Le département de la Savoie l'a fait aussi par territoire. Il est vrai que quand un bûcheron coûte entre 30 et 40 euros du mètre cube, aucun propriétaire ne peut se permettre de vendre son mètre cube 20 euros. Il manque quelque chose et cet argent qui manque, qui doit l'amener? Est-ce que c'est le propriétaire qui doit subventionner le réseau de chaleur de la ville qui est à 40 km de sa forêt? Ou est-ce que c'est un dispositif sociétal d'une autre nature? Donc les deux départements ont décidé d'apporter une aide de 500 euros par hectare quand du bois énergie est mobilisé dans les forêts. Il y a un certain nombre de conditions, mais elle est efficace. En période de crise, voilà, cette aide sera d'une grande importance pour déclencher la décision de mobiliser le bois scolyté en bois d'œuvre et en bois énergie. Sinon, l'alternative, c'est de dire au bûcheron, oh là, mon gars, puisque tu me coûtes 40, empresse-toi de ne pas couper le bois énergie et de ne pas le sortir, parce que ça va me coûter de l'argent sinon. Voilà, pour que les ordres au bûcheron puissent être positifs, il faut qu'il y ait le développement de ce levier de soutien financier qui est là, très opérationnel. Très bien. Est-ce que, je vois qu'il est 18h15, est-ce qu'il y a des questions, Francis, que tu as pu regrouper? Et pendant ce temps, enfin, à moins que tu en aies une là. Oui, on me propose, on me dit un label bois local à inventer pour-il mieux valoriser la ressource locale en circuit court? Un label bois local. Alors, alors, si on parle de bois d'œuvre, bon, ça existe déjà, mais en bois énergie, comme on vient de dire, le bois énergie, c'est une ressource qui coûte pas cher, et on voit que le prix de cette ressource, elle est même pas assez élevé pour qu'on puisse financer en fait l'ensemble des tâches pour aller le prélever. Donc de rajouter un label, ça veut dire rajouter un contrôle, ça veut dire quand même mettre en œuvre quelque chose qui va rajouter encore un coût. Donc chacun aura l'idée qu'il veut, mais je trouve que c'est peut-être pas le bon moment pour essayer de mettre un label sur une ressource qui en plus voyage peu. Hein. On parle pas là, je parle de plaquettes forestières, hein, je parle pas de granulés. Donc est-ce que ça vaut le coup? Au niveau de l'Europe, on en parle, mais de manière encore assez superficielle. Je pense pas que ce soit le bon moment quand même. Ouais, je te rejoins, Wilfried. Il y a un point important qu'il faut que tout le monde ait bien à l'esprit, c'est que le coût du transport autorégule la distance d'utilisabilité des plaquettes forestières. Je serais même plutôt d'avis, mais j'aurai l'occasion de m'en exprimer auprès des autorités compétentes, plutôt d'avis de déconditionner un certain nombre de critères d'éligibilité à des subventions publiques pour l'utilisation du bois énergie. J'ai le cas très concret, et je vois qu'Amélie est là, mais de la commune de Marteau, qui est une commune au-dessus d'Albertville, qui a 1500 m3 de scolyte à couper, peut-être 800 m3 de bois énergie là-dedans. Et Marteau, c'est Albertville, et la destination qui est prévue pour ces plaquettes forestières, c'est la chaudière de Grenoble. C'est à 60 km. Mais ce n'est pas dans le territoire, donc ce n'est pas éligible à la subvention.
Voilà, donc la commune de Marteau est pénalisée de ne pas mettre sa plaquette localement, alors que localement, du bois énergie plaquette, on en a plein les versants parce qu'il y a beaucoup de scolytes sur ce territoire-là. Donc voilà, il faudra plutôt être. Je ne suis pas un sagouin non plus, hein, mais voilà, border les choses sans les contraindre. Et il faut qu'on soit des facilitateurs de l'expression d'une économie de la plaquette forestière sur tous les leviers. Et il n'y a pas besoin de mettre un label local pour l'énergie, c'est autorégulé par le prix du fuel des camions qui le transportent. Merci. Que conseillez-vous aux communes qui souhaitent investir dans un réseau de chaleur, du coup, ou une chaufferie bois, mais qui s'inquiètent quant à la pérennité de la ressource forestière? On en a parlé, mais est-ce que vous êtes tous les deux d'accord sur ce point-là? Moi, oui, pour l'instant, de toute façon, il n'y a pas vraiment d'autres solutions en fait. Alors tout dépend, hein, je vous disais, s'il y a un réseau de chaleur derrière le réseau de chaleur, il est alimenté en chaleur par quelque chose, que ce soit une chaufferie bois, que ce soit de la géothermique, on peut imaginer d'autres choses, une chaufferie gaz, etc. Donc le réseau de chaleur, de toute façon, c'est très bien. Si jamais il y a une étude de faisabilité qui montre qu'il est pertinent, hein, qu'il y a une densité suffisante, etc., le réseau de chaleur, c'est très bien. Après, on peut mettre une chaufferie bois. Pour l'instant, c'est ce qui me semble, si jamais les bâtiments ne sont pas bien isolés, je ne vois pas vraiment grand-chose d'autre, tout simplement, quoi. Donc, la ressource, elle est là. Alors, c'est sûr que, comme le disait François-Xavier, on a beaucoup de nœuds et de problèmes à résoudre, à régler. On a ces problèmes de marché aussi qui sont un peu bas, etc. Faut bien se dire que le prix du bois énergie, effectivement, il est bas et il va monter, mais c'est peut-être pas un mal quand même qu'il monte, mais de toute façon, s'il monte, c'est que les autres énergies vont monter encore plus. Donc, on restera de toute façon dans une énergie très compétitive, hein. Il n'y a rien qui nous montre que le bois va passer au-dessus des autres énergies, en fait, hein. Moi, le conseil que j'aurais à donner à une commune qui veut investir dans un réseau de chaleur dont l'énergie aurait comme origine le bois, c'est couper des arbres. Alors, je suis dans le cadre d'une gestion durable et multifonctionnelle, mais vous savez, si l'ONF pouvait mettre en œuvre sur les Pays de Savoie l'intégralité des coupes prévues dans les aménagements forestiers qui prévoient sur 20 ans l'équilibre des coupes qui font l'objet d'une certification de gestion durable et d'un arrêté du préfet de région, je pourrais mobiliser sur nos deux départements autour de 400 000 mètres cubes. J'en mobilise 250 000 parce que ne sont mis en œuvre que les coupes qui sont rendues possibles par l'équilibre de la décision d'un propriétaire, d'un client qui veut bien les acheter, d'un bûcheron qui est disponible, d'une route forestière qui est créée, d'un câbliste qui peut venir. Voilà, il y a un certain nombre, encore une fois, il y a un certain nombre de paramètres qui entrent en ligne sur la mise à disposition de ce gisement de bois d'œuvre et d'énergie. On ne manque pas de bois, on manque d'ouvriers et d'idées et de décisions pour aller le chercher. Merci, je crois que c'est clair. Oui, Wilfried? Et juste pour compléter là-dessus, donc François-Xavier, il a bien parlé d'une forêt gérée. Et je crois que c'est ça, hein, plutôt que de parler de forêt de ressources ultra locales, hein, c'est de se dire que finalement, on a une forêt qui est gérée et sa ressource, elle va alimenter, quand je dis sa ressource, c'est la ressource de quelque part sur le territoire, hein, du département ou d'ailleurs, mais en tout cas, qui va alimenter une chaufferie bois. Donc pour ça, il existe aujourd'hui des outils, on a des contrats, on a des tas de choses comme ça, donc on peut les mettre en œuvre. Donc, il ne faut pas qu'ils hésitent, s'ils veulent mettre en place une chaufferie, un réseau de chaleur, à se tourner vers nous, vers l'ONF, les communes forestières. On essaiera de trouver des contrats pour aller chercher du bois qui ne soit quand même pas non plus hors marché, hein. Donc, tout ça, ça se travaille. On travaille avec les techniciens et puis on peut essayer au moins d'apporter une part de la ressource qui proviennent des forêts communales. Sur la conversation, il y a une question qui est dans ce thème-là, et peut-être que ça amènera quelques précisions. On dit, hormis le label PEFC, quelle garantie d'une bonne gestion durable de la forêt pour le bois énergie? Et derrière ça, quelle traçabilité? Alors, en plus, pardon, non, vas-y.
Avant le label PEFC, la garantie d'une bonne gestion durable, c'est qu'on dispose d'un cadre réglementaire et législatif en France qui, dans son premier article du Code forestier, rappelle que la forêt est un bien de la nation qu'il faut sauvegarder à tout prix. Et ça se traduit par un certain nombre de mesures très concrètes qui encadrent, en fait. On n'a pas de risque de déforestation en France. On peut avoir et puis on a un certain nombre de policiers qui veillent à ça, dont l'ONF fait partie. On n'y passe pas nos journées non plus. Mais voilà, je me permets de rappeler qu'on vit dans un pays dans lequel un cadre réglementaire est mis en place. Donc celui qui apporte des plaquettes à la chaudière, il a respecté tout ça, y compris à la fin le code de la route et le tonnage de son camion. Ensuite, il y a des bonnes pratiques qui peuvent être valorisées. Et elles sont valorisées à travers une certification PEFC ou la certification FSC. Et pour ce qui concerne Chamonix-Villefried, les forêts publiques, vous avez devant vous le directeur de votre meilleur gestionnaire national et unique, puisqu'il vous est imposé et que l'ONF organise ça en mettant en œuvre des procédures et des contrôles qui assurent aussi une gestion durable. Mais c'est vrai qu'après, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit François Xavier. Après, par contre, c'est sûr que sur la forêt privée, bon, bah oui, si ça vient de petites forêts non gérées, effectivement, là, on n'a pas vraiment d'informations sur d'où la provenance de ces bois. Et le type d'exploitation, etc. Ça, on l'a pas vraiment. Il y a certaines entreprises qui se munissent aujourd'hui d'outils informatiques qui permettent en fait de tracer leur bois. Il y a Deux Coups Bois Service, par exemple, qui a mis ça en place, et il y a une partie de ces bois qui vont à la chaufferie de Grenoble, par exemple, et dont on sait exactement de quelles parcelles ils proviennent. Voilà. Mais c'est pas encore généralisé tout ça. À terme, je pense que ça, petit à petit, je pense, voilà, une société qui se structure bien sur le bois énergie, peut-être qu'ils en viendront à ça, ne serait-ce que s'il y a une demande du public pressante. Bon, c'est pas impossible que ça se fasse. Je me permettrai de façon un peu polémique de prendre le sujet sous l'angle bois d'œuvre. Qui, parmi les prescripteurs, se soucient de la provenance de leurs bois d'œuvre, qui, eux, viennent d'Allemagne, de Pologne, de Scandinavie, avec des règles de gestion durable bien inférieures, puisque la moitié du bois d'œuvre qu'on utilise est importé, et on est moins regardant. Donc la plaquette forestière, elle est autoprotégée par un système économique très, très limite, on en a parlé, hein, elle ne peut pas coûter trop cher, sinon ça ne marche plus. Donc elle restera dans des distances qu'on pourrait considérer comme locales, bien plus local que votre paquet de frites qui vient des patates du nord de la France. Je réponds à la question: quelle est la part de forêt certifiée en gestion durable en forêt publique? 80% de la surface forestière est certifiée PEFC, 100% des forêts domaniales et 80% des forêts communales. Un petit peu plus en Pays de Savoie, voilà, on est plutôt à 90. Par contre, en forêt privée, je ne saurais répondre, je me renseignerai, mais je pense qu'on est autour de 40 à 50%. Non pas de la surface, hein, mais des volumes exploités. C'est-à-dire que sur les 14 millions d'hectares de forêts privées, l'exploitation des bois porte à peine sur 4 à 5 millions d'hectares pour les 12 millions de mètres cubes qui en sont produits. À l'échelle nationale, là. À l'échelle nationale, oui, pardon. Oui, j'étais parti à l'échelle nationale. Francis, est-ce que tu as d'autres questions? Non, j'en ai. Attends, il faut que je remonte. Mais j'en avais une ancienne ancienne au sens où c'était sur les premières parties, c'était sur l'Atlas. On nous demande si il y a une analyse du bilan carbone du bois déchiqueté ou du granulé dans l'Atlas. Cette partie-là, impact carbone. Alors, on n'a pas mis les graphes dans l'Atlas, mais dans la présentation, Pierre-Emmanuel en a présenté un de l'ADEME. Voilà. Alors, c'était le bois énergie en règle générale. Il ne faisait pas le distinguo granulé, bois déchiqueté. Mais le support de présentation vous sera envoyé, donc vous pourrez retrouver les informations. Peut-être Pierre-Emmanuel, je vois que tu allumes ta caméra. Oui, pardon, c'est pour compléter. Effectivement, il y a
Il y a une ACV de l'ADEME qui est disponible et qui présente ça assez bien, et aussi beaucoup de webinaires de Solagro qui présentent ces différents aspects-là, qu'on pourra mettre en lien dans la présentation. Merci. Je me permets du coup de rebondir sur un zoom arrière. Le président de la République a déployé il y a quelques semaines la planification écologique de la nation sur un grand programme de réduction puis effacement de nos émissions carbone, donc réduction de 50% d'ici 2030 et effacement de nos émissions carbone à 2050. Ça nécessite à l'échelle nationale de changer de braquet, parce que de 90 à 2023, on a réduit nos émissions de carbone de 20% et il nous reste 30% à faire d'ici 2030 et les 50 autres pourcents entre 2030 et 2050. Ce grand plan national est en train de se déployer partout dans les régions, sous les autorités des ministères et des présidents de région. Et en fait, dans ce plan-là, il y a tout un tas de domaines qui ne nous concernent pas, nous, directement, sauf en tant que citoyens, sur l'électricité, sur nos véhicules, sur notre empreinte carbone dans notre alimentation. Mais ça, Mais le seul point positif de nos émissions de carbone, donc là où on stocke du carbone plutôt qu'en émettre, c'est la forêt, y compris quand la forêt est transformée en bois. C'est-à-dire que c'est le double bénéfice. C'est-à-dire qu'il faut gérer durablement les forêts pour que la séquestration dans le puits de carbone continue à se développer, bien que la rapidité de cette séquestration a diminué ces dernières années à cause des mortalités, mais elle ne s'est pas annulée non plus, la vitesse de séquestration a diminué. Ça constitue un puits de carbone, et ce puits de carbone, il est prolongé dans la matière bois, en bois d'œuvre et en bois énergie, en substitution d'autres matériaux qui sont moins nobles. Donc voilà, nos échanges ce soir, ils s'inscrivent dans cette ambition nationale en fait et collective pour nous aider à la transition écologique de notre société, et il faut qu'on dénoue les nœuds ou qu'on déverrouille les verrous pour réussir à mobiliser ce bois énergie dans nos pays de Savoie. Francis? Ben, pour l'instant, moi, je n'ai pas d'autres questions sur le volet conversation. Ok. Est-ce que moi, juste vis-à-vis de l'ensemble des participants, est-ce que certains là ont des doutes ou se posent vraiment des questions en se disant qu'ils sont pas prêts, par exemple, à partir sur du bois énergie? Est-ce qu'il y en a là qui sont qui souhaitent voilà dire qu'ils ont des doutes et Alors vous pouvez lever la main. Si jamais vous levez la main, je peux vous donner la parole. Amélie, oui, je te donne la parole. Vas-y Amélie, tu peux activer ton micro et normalement tu devrais pouvoir t'exprimer. Oui, merci. Donc déjà, merci à tous pour vos interventions. Je reviens un peu sur ce que François-Xavier Nico disait sur la commune de Marteau, parce que je trouve que c'est aussi intéressant pour les territoires de comprendre la stratégie dans laquelle Arlysère se situe. Donc effectivement, il y a une conditionnalité sur le fait que le bois énergie soit utilisé sur le territoire, parce qu'on a quand même 8 chaufferies collectives locales et que les élus souhaitent encourager l'approvisionnement en bois, en plaquettes locales sur ces chaufferies. Parce que sur les grosses chaufferies notamment, la part de bois local, elle est peu importante. C'est-à-dire que ces chaufferies sont gérées par comment dire, des délégataires. Des délégataires, et que ces délégataires importent du bois depuis plus loin que nos départements, notamment du fait du coût dont on a parlé par rapport au handicap montagne. Donc il y a aussi cette partie, je comprends que Grenoble finalement c'est pas si loin, hein, mais pour aussi être dans cette stratégie d'encourager l'utilisation de la plaquette sur le territoire, il y a cette raison qui entre dans le fait de mettre une conditionnalité sur le territoire. Voilà.
Est-ce que tu peux préciser, parce que le nom local, tu as dit à l'extérieur des départements, mais comme pendant toute la présentation, on a dit que le bois déchiqueté ne voyageait pas beaucoup, est-ce que tu peux quand même nous dire si c'est du bois déchiqueté qui vient de Bretagne ou alors des départements voisins quand même? Alors de Bretagne, je pense pas, hein, mais ce qui est difficile, c'est d'avoir la visibilité sur ce que les délégataires, font. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des échanges entre le territoire et ces délégataires et qu'ils ne veulent pas ils ne veulent pas. Ils limitent la part, de bois d'approvisionnement local dans leur approvisionnement, ayant eux-mêmes, leurs propres approvisionnements et je pen enfin, il y a, si c'est pas la Bretagne, c'est sûr qu'on dépasse, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Ain, hein. En fait, oui, on a des rayons d'appro. Alors, on a l'habitude d'avoir dans les plans d'approvisionnement le chiffre de 80. Bon, réellement, ça peut bouger un petit peu, mais on peut aller jusqu'à une centaine de kilomètres à vol d'oiseau, je dirais. C'est-à-dire que la chaufferie de Grenoble, son approvisionneur le plus lointain, les parcelles vraiment les plus loin où ils peuvent aller et qui représentent par contre moins de 5%, ça peut aller jusque dans le Jura. Pourquoi? Parce que s'ils ont réellement besoin de ressources, et cetera, c'est des contrats tout ça, hein, avec X approvisionneurs, une dizaine d'approvisionneurs. Donc on peut avoir quand même comme ça un petit bout qui vient d'un petit peu loin, et cetera. Mais en majorité, ça reste quand même quasiment entre 25, 30, 40 kilomètres à vol d'oiseau. C'est la limite, je dirais, moyenne des approvisionnements. Après, des grosses sociétés, je ne vais pas nommer, hein, mais des gros délégataires, la plupart, vous les connaissez. Aujourd'hui, moi, je fais des formations avec eux à leur demande. C'est-à-dire qu'ils voient que pour leur image, ils ont besoin de travailler aussi sur un approvisionnement beaucoup plus local, c'est-à-dire où on n'est plus sur du 40-50 km, tout simplement parce qu'ils ont un réseau, eux, avec lequel ils travaillent, hein, des fournisseurs de plaquettes, et du coup d'essayer par des contrats, d'augmenter un petit peu leur approvisionnement local. Et notamment sur la Haute-Savoie, pour ne pas les citer, Dalkia, nous demande de travailler avec eux pour augmenter en fait sur des grosses chaufferies la part de bois qui proviendrait réellement du département pour éviter d'aller sur l'Ain comme ils vont beaucoup. Donc voilà, donc c'est-à-dire que même eux aujourd'hui pour une question d'image, ils cherchent à travailler beaucoup plus aussi à l'échelle locale. Ok, juste une précision sur la chaufferie de Grenoble, c'est de quelle puissance? À peu près, hein, l'ordre de grandeur. Ah, bah, c'est énorme, on parle de 100 000 tonnes de bois. Voilà, donc c'est vraiment, en gros, c'est les chaufferies qui vont chercher le plus loin. Les chaufferies plus limitées, peut-être, qui correspondraient à des échelles des élus ou des communes présentes ce soir, le bois est plus local. Alors, si on a des élus, il faut quand même aussi bien différencier en fait les très très grosses chaufferies, d'énormes réseaux de chaleur avec les petites chaufferies locales, hein, quand on doit créer une chaufferie pour son école ou pour sa piscine, où là on peut mettre en place des contrats, etc. Il y a différents modes de gestion. Est-ce qu'on est en régie? Est-ce que voilà, on a un petit délégataire? Bon, il y a plein de solutions qui font qu'on va plus ou moins bien maîtriser en fait la provenance. Si c'est quelque chose d'important pour les élus, on peut mettre en place les modes de gestion et les contrats qu'il faut pour savoir d'où vient le bois. Sachant que si on veut du bois de montagne, il y aura un coût, mais on peut faire aussi des mélanges. Donc, il y a plein de solutions pour dire d'accepter, d'avoir un prix qui corresponde quand même à peu près à un prix de marché et puis d'avoir quand même la possibilité d'aller chercher un petit peu du bois de montagne. Alors, il y a Monsieur Paulet-Thiollier de NJ Solutions qui a levé la main. Normalement, vous pouvez activer votre micro maintenant, je viens de le déverrouiller. Bonjour. On vous entend pas très bien. Ah, alors, est-ce que Si ça va mieux là, allez-y. ça va mieux? Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ouais, donc Jérémy Paulet, je suis en charge des approvisionnements plaquettes forestières donc pour une filiale de NJ Solutions sur la région Rhône-Alpes.
donc sur toute la région, et originaire de Haute-Savoie, donc je connais très bien la filière bois de Haute-Savoie. C'était pour rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, hein, sur les délégataires dont on fait partie. On a dans nos contrats d'approvisionnement, en fait, des rayons d'approvisionnement. Je voyais passer dans le fil de la conversation une personne qui parlait d'Annemasse, et effectivement, on est en charge, nous, d'une chaufferie sur Annemasse où on a un périmètre d'approvisionnement de 100 km maximum. Donc effectivement, on cherche pas nécessairement à favoriser le local. On n'a aucun intérêt à aller chercher du bois, on va dire, plus loin que 100 km, d'une part parce que c'est contractuel, et comme vous le disiez, Thibaut, c'est faire voyager du bois à plus de 100 km, c'est une hérésie économique. Le transport, et surtout aujourd'hui avec le prix du fuel, nous coûte tellement cher qu'on est vite hors du marché. Pour prendre l'exemple d'Annemasse, après, par exemple, donc on est à quelques kilomètres à peine des massifs de l'Ain. On a entre l'Ain et la Haute-Savoie deux massifs forestiers qui sont complètement différents. Pour le premier, alors si on met de côté un peu le rotor et qu'on va direction un peu plus sur les dombes, on a plutôt une ressource feuillue, facilement accessible, qui est accessible été comme hiver, je dirais. On se rend compte aujourd'hui, et moi je me rends compte sur la Haute-Savoie, c'est quand même très très compliqué de trouver de la plaquette forestière dans un prix de marché. Puisqu'aujourd'hui, pour faire de la plaquette forestière et un volume décent, vous ne pouvez pas faire appel à un bûcheron qui va aller couper un bois qui va faire 10-15 cm maximum de diamètre. Ça va forcément être une machine qui va le faire avec un porteur, donc des machines qui sont très coûteuses, qui ont des contraintes, qui peuvent pas intervenir dans des pentes très fortes, et donc on est vite limité en fait sur la Haute-Savoie. Donc aujourd'hui, pour rebondir à tout ce qui était dit, du gisement, effectivement, il y en a. Par contre, aujourd'hui, il manque un petit peu de moyens pour pouvoir, à mon sens, exploiter tous ces volumes-là. C'est une des principales difficultés qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, c'était juste pour rebondir à ces aspects de provenance. Pour préciser aussi, donc on a des directives européennes, là, RED 2, RED 3 qui entrent en application. Donc RED 2 pour les chaufferies de forte puissance, donc de plus de 20 mégas, qui concernent notamment des sites comme Grenoble, est déjà en action. On va avoir RED 2 qui va arriver après, RED 3 pardon, qui va arriver assez rapidement. Ces deux directives européennes en fait visent à prouver la durabilité de la biomasse. Donc en gros qu'on fasse des économies de carbone avec de la biomasse. Et pour ça, en fait, on a obligation en tant qu'approvisionneur de prouver en fait l'origine des bois, non pas simplement la plateforme de laquelle ils viennent, mais vraiment le lieu de pousse de l'arbre. Donc, chez NJ Solutions, on a mis en place des systèmes de traçabilité. On les a déjà, on parlait tout à l'heure de Coût Bois Service, fait partie de nos fournisseurs. Et avec eux, en fait, on trace l'origine de chaque coupe en forêt, de manière à pouvoir remonter après à l'ADEME ou à toute autorité qui le demanderait la provenance de l'ensemble de nos approvisionnements. Je complète. Voilà, je complète sur, il y a deux réactions. Je complète sur Annemasse, effectivement. Donc, il y a bien contractuellement ces 100 km à vol d'oiseau, et j'ai compris aussi que c'était vérifié, parce que c'est un point aussi important. Hein, quelquefois, il faut vérifier que les contrats sont bien exécutés. Et puis, toujours sur Annemasse, il prévoit de faire un réseau de 50 gigawattheures, de ce que je lis, hein, qui devrait couvrir toute la ville, donc c'est-à-dire un volume très important de bois. En effet. Toujours autour du périmètre d'approvisionnement, il y a sur Chambéry, là, 80%, on dit que 80% de bois déchiqueté proviennent d'un rayon inférieur à 80 km, donc 20% qui va un petit peu plus loin. Donc on revient un peu sur cette dimension locale qui marque bien, et je reviens sur l'exemple de Marteau sans en faire mais il faut trouver l'équilibre, au sens où ce serait dommage de laisser des bois en forêt parce qu'on n'arrive pas à trouver le bon vecteur d'aide ou d'accompagnement qui permettrait de les sortir, parce qu'ils sont là et on pourrait les valoriser. François-Xavier, tu voulais réagir par rapport à l'intervention de Jérémy? Oui, je me permets, je remercie là les collègues qui s'occupent d'approvisionnement de grosses chaudières. J'ai la chance et l'honneur, moi, de m'occuper avec mes équipes de 160 000 hectares de forêt qui appartiennent à des communes, avec 500 maires qui vont décider ou pas d'exploiter les bois et de les vendre à des acheteurs
pour les usages vertueux de notre autosuffisance en bois d'œuvre et en énergie. Quand le bûcheron coûte 30 ou 40 euros et que la matière s'achète 20 euros, même si on peut avoir, grâce au soutien des départements, une aide à 500 euros par hectare qui va peut-être donner au maire 2 à 5 euros par mètre cube, le deal n'est pas encore là. Donc je me permets, sans polémique, d'indiquer que la valeur de la matière première bois issue des forêts de montagne doit tenir compte des handicaps et des vertus que cette matière représente. C'est-à-dire qu'elle est là, aux portes de Grenoble, aux portes de Chambéry, aux portes d'Annemasse. La matière, elle est là, plein les versants, mais on ne peut pas l'acheter au même prix que les coupes de taillis du Limousin vous savez, on a une filiale ONF Énergie qui est un gros approvisionneur, 400 000 tonnes par an. Et c'est marrant, je vous cache un petit secret, je vous dévoile un petit secret local, mais j'arrive pas à leur vendre de bois non plus à eux. Voilà, les prix nationaux de la plaquette ne peuvent pas s'appliquer dans nos territoires de montagne avec les mêmes règles. Et je me permets de le dire sans polémique, mais il faut qu'on l'entende parce que sinon on continuera à se taper dans l'impasse des versants de montagne. Et les bois de Tarentaise, les bois de Maurienne, les bois du Val d'Arly, les bois de la vallée du Gifre et des Bauges resteront dans les forêts pendant qu'on fera circuler des camions pour aller chercher le bois des autres. Donc, il y a une information qui n'a pas été partagée ce soir, c'est le coût de production du kilowattheure issu de la plaquette par rapport au coût de production du kilowattheure issu d'une autre énergie. Toutes les courbes, mais je n'ai pas le détail de la chaudière de Chambéry, de celle de Grenoble ou d'Annemasse, je ne juge personne, mais toutes les courbes montrent qu'il y a une énergie produite à moindre prix, à moindre coût, pardon, quand on utilise du bois. Est-ce que ce moindre coût ne peut pas un tout petit peu être diminué par rapport aux autres, pour augmenter la valeur de la matière et alors la sortir de nos versants? Voilà, c'est donnez-moi 5 ou 10 euros de plus par mètre cube, donc 10 à 15 euros de plus par tonne, et on sortira des milliers de mètres cubes des forêts publiques. Merci. Surtout que quand on regarde tous les coûts qu'on a, ces 10 euros du mètre cube ne représentent pas grand-chose quand même, effectivement. Bien, il est 18h43. On a bien dépassé, mais c'était passionnant. Donc on va s'arrêter là, Francis. Il n'y avait pas de. C'est dommage, ça devenait intéressant. Tu crois? Est-ce que je peux me permettre juste, Thibaut, j'ai vu une question sur l'agglomération de Chambéry. Chambéry, c'est moi qui suis aussi en charge de l'approvisionnement du réseau de chaleur, donc si je peux, j'y répondrai. Effectivement, donc 80% de l'approvisionnement vient d'un rayon de moins de 80 km. Les 20% qui restent sont sourcés dans un rayon de moins de 120 km. Voilà, petite précision. Effectivement, Merci. un rayon qui est un peu plus gros que Annemasse, dû à une consommation un peu plus importante aussi. Et à 80 km de Chambéry, il y a Modane aussi. Il y a aussi M, Moutier, enfin il y a plein de bois aussi par là-bas, de l'autre côté. Après, on parle beaucoup là de la distance max. Faut voir en fait cette distance max, elle représente combien en fait de volume de bois, parce qu'en fait faut quand même regarder aussi en moyenne les bois et finalement là c'est beaucoup moins que 120 km quand même. C'est ce que je disais tout à l'heure où effectivement Biomax ils ont un approvisionneur là qui est dans le Jura et qui représente 5%, etc. Mais bon, finalement, on s'aperçoit qu'ils ont beaucoup de bois qui sont plutôt dans les 25, 30, 40 km en fait. Mais ce que disait M. Nico, c'est très juste, c'est qu'effectivement, sur les massifs de montagne, moyennant quelques euros de plus, on pourrait sortir beaucoup de bois. Je partage complètement cette vision-là. Pour illustrer un peu le propos et la difficulté, moi, je pousse tous les jours les différentes équipes de commerciaux qui travaillent sur les projets KNJ Solutions à essayer de mettre ça en avant. On met un petit peu de côté le réseau de chaleur. On travaille aussi, on approvisionne de la plaquette forestière sur des industriels pour leur process et pour leur apporter du chaud industriel. On a énormément de demandes depuis 2 ans liées au coût du gaz sur des industriels qui veulent verdir soi-disant leur production.
On a eu énormément de demandes BCIAT, donc subventionnées par l'ADEME pour la transition énergétique. Bizarrement, depuis que le cours du gaz est revenu à des prix bien plus intéressants, on a beaucoup d'industriels qui se sortent du process. Donc, tout ça pour dire que le coût est une valeur importante et une composante importante du prix de revient derrière du mégawattheure de chaud. Mais effectivement, l'aspect local et la valorisation, comme on le disait, la plaquette forestière, c'est des marchés locaux et les prix reflètent les différentes contraintes qu'on a localement. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. La plaquette forestière s'achète plus cher en Haute-Savoie qu'elle ne s'achète dans le sud Jura ou dans le massif de l'Ain, secteur des Dombes. Bien. Est-ce que Mais il serait tout à fait oui, possible quand même de penser des mix quand même pour, quand on a des volumes gigantesques sur certaines grosses chaufferies, d'avoir un certain pourcentage. On l'avait pensé avec la chaufferie d'Albertville, de pouvoir avoir un peu plus de bois de montagne sans avoir un approvisionnement à 100% en bois de montagne. On peut déjà quand même mettre un peu le pied à l'étrier de cette manière-là, hein. C'est déjà le cas, hein. Oui, mais je dis de continuer dans cette voie-là, quoi, en fait, hein. Je me permets de montrer à titre d'exemple, et sur des petites chaudières, on n'est pas sur des process industriels de cette nature-là, mais la petite commune de Sainte-Marie-de-Cuines et ses copines de Saint-Étienne-de-Cuines et sa voisine encore, au milieu de la Maurienne, achètent les bois à 36 € du mètre cube en forêt. Donc après, eux, ils payent le camion pour monter là-haut dans les forêts pour les ramener à leur chaudière. Il y a un projet politique assumé pour utiliser le bois des forêts des communes d'à côté. Donc il y a un commerce qui se fait d'une commune publique à une commune publique. C'est pas la même qui se chauffe et celle qui produit le bois, hein. Et à un prix de marché local à 36 €, qui est 60% supérieur au prix auquel les plaquettes peuvent se vendre chez les gros faiseurs. Donc sauf que ce système-là, Sainte-Marie-de-Cuines, ça fera pas la transition écologique de notre société, mais ça y contribue. C'est des petits jalons. Et voilà, si on trouvait des moyens et des leviers un peu plus puissants pour transformer ça, donc voilà, je voulais, sans trop de polémique, beaucoup d'entre vous me connaissent, je reste sincère et loyal, mais il y a quand même une histoire de, de coût, de coût ou de prix, ça dépend comment on se présente, sur la plaquette issue des montagnes. bien. Est-ce qu'il y a une autre remarque, une question? Pas à ma connaissance. On a épuisé le stock? Ah, Très je bien. n'oserais pas dire ça. Bien. Est-ce que vous avez un mot de la fin, François-Xavier, Wilfried? Ou pas spécialement, mais sinon je fais une petite conclusion, mais dites si vous avez. Non, moi, ça va aller. J'avais demandé tout à l'heure si certaines personnes étaient réticentes au bois énergie ou voilà, se posaient beaucoup de questions. Du coup, personne n'est intervenu. Apparemment. Donc voilà, j'espère que finalement, voilà, que c'était suffisamment clair. Et sinon, ils peuvent tout à fait revenir. Enfin, si on a des élus là, ils peuvent tout à fait revenir vers les communes forestières pour qu'on parle en aparté, hein. Très bien. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Moi, je donnerai 2 points. Enfin, il y a eu extrêmement de choses qui ont été dites, mais donc oui, il y a assez de bois dans les forêts de Pays de Savoie. On ne déforeste pas. Et ce n'est pas les 200 000 m3 supplémentaires demandés qui vont passer la bascule de la déforestation. Par contre, il y a cet enjeu de prix. Et du coup, comment arriver à sortir un bois déchiqueté à un prix correct pour pouvoir approvisionner les forêts, les chaufferies locales. Et c'est ça un petit peu là le challenge. Donc je remercie beaucoup tous les intervenants pour la qualité des présentations.
Et puis également les participants pour votre intérêt pour le sujet et puis pour toutes vos questions très intéressantes. Et du coup, le webinaire sera disponible sur le site du pôle Excellence Bois et puis sur notre chaîne YouTube au début d'année. Et voilà, je sais pas. Et s'il n'y a pas d'autres mots de fin, je vous souhaite une excellente soirée et puis à très bientôt.